Une alliance contre nature. Les origines d'une manipulation. Pendant des années, Benjamin Netanyahou s'est préparé. Pas seulement contre l'Iran, mais pour jouer une partie bien plus complexe. Celle de l'influence à Washington. Ce n'est pas un secret. Le Premier ministre israélien connaît les codes américains. Il y a vécu, il en parle la langue, il comprend les ressorts profonds du pouvoir à la Maison-Blanche. Mais ce que peu avaient anticipé, c'est à quel point il allait instrumentaliser cette proximité, jusqu'à convaincre Donald Trump, président des États-Unis, de faire ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé, bombarder l'Iran. Dans les cercles diplomatiques, certains appellent ça le plus grand coup d'État diplomatique israélien depuis 1947. Officiellement, Netanyahou agit pour protéger Israël de la menace nucléaire. Officieusement, il cherche à détourner l'attention, chez lui comme à l'étranger. Dès les premiers mois du mandat Trump, le ton est donné. Netanyahou alimente une rhétorique agressive contre l'Iran, martelant que Téhéran est à deux doigts de fabriquer une bombe atomique. Ce discours, il le répète inlassablement depuis 1992. À l'époque déjà, il assurait qu'il ne restait que 3 à 5 ans avant que l'Iran ne devienne une puissance nucléaire. 30 ans plus tard, toujours aucune bombe. Mais dans l'Amérique de Trump, ce genre de narration fonctionne. Le président est en quête de reconnaissance internationale. Il veut un trophée, un prix Nobel de la paix peut-être. Netanyahou le sait. Il comprend que Trump veut marquer l'histoire. Et il s'infiltre dans cette ambition, subtilement, en influençant les négociations nucléaires avec l'Iran, en poussant Washington à adopter des exigences intenables, comme l'interdiction totale d'enrichir l'uranium. Une demande délibérément irréaliste. Le but ? Faire échouer les discussions, préparer le terrain pour une escalade militaire. Peu à peu, l'idée d'une solution pacifique s'efface. Netanyahou s'avance en stratège. Il propose un plan à Trump, des frappes ciblées, rapides, chirurgicales, juste assez pour forcer l'Iran à revenir à la table des négociations, ou du moins pour faire croire à une victoire. Mais derrière cette façade diplomatique se cache un jeu d'une redoutable brutalité, un jeu où la paix n'est qu'un décor, et où le véritable objectif n'est ni la sécurité d'Israël, ni celle du monde. Trump, la paix, et les bombes Donald Trump voulaient entrer dans l'histoire comme un faiseur de paix. Lors de sa campagne présidentielle, il promettait la fin des conflits éternels, le retrait des troupes américaines du Moyen-Orient, une diplomatie directe mais efficace. L'Iran, pour lui, n'était pas une cible. C'était un défi diplomatique. Jusqu'à ce que Benjamin Netanyahou lui change la donne. En coulisses, Israël prépare le terrain. La diplomatie américaine tente, à la demande de Trump, une relance des négociations nucléaires avec l'Iran. Mais dès le départ, les conditions posées sont intenables. Israël pousse Washington à exiger le zéro enrichissement d'uranium. Une ligne rouge que même les diplomates les plus optimistes savent infranchissable. Le but n'est pas de trouver un compromis. Le but est de saboter. Lorsque les pourparlers échouent, Netanyahou revient avec une proposition. Une frappe chirurgicale contre des installations iraniennes. « Je prends le risque, dit-il à Trump, mais si ça marche, vous êtes le héros. » Il compare l'opération à une partie de golf. « J'ai placé la balle au bord du trou, il ne reste plus qu'à la pousser. » Trump accepte. Dans la nuit du 21 au 22 juin 2025, les États-Unis lancent l'opération Midnight Hammer. Objectif : Fordo, Natanz, Isfahan, des sites nucléaires iraniens parmi les plus sensibles. 14 bombes anti-bunker de 13 tonnes chacune sont larguées. L'Iran subit des pertes humaines massives, plus de 900 morts. La riposte est modeste, 28 morts en Israël. Mais l'escalade est mondiale. Et pourtant,
le choc ne suffit pas à cacher la réalité. L'agence de renseignement américaine l'avait dit clairement 3 mois plus tôt. L'Iran ne construisait pas la bombe et le guide suprême n'avait pas autorisé de programme nucléaire militaire. Pourquoi alors bombarder? La réponse n'est pas militaire. Elle est politique. Elle est émotionnelle. C'est l'histoire d'un président obsédé par son image et d'un Premier ministre qui joue sa survie politique. Trump voulait la paix, mais il a fini par faire la guerre. Pas pour l'Amérique, pas pour la sécurité du monde, mais pour servir un récit. Celui d'un Israël triomphant et d'un leader en chute libre prêt à tout pour remonter dans les sondages. La guerre, comme diversion politique le 7 octobre, reste une cicatrice profonde dans la société israélienne. Ce jour-là, les services de renseignement, réputés parmi les meilleurs au monde, échouent à prévenir l'attaque du Hamas. Résultat, une humiliation nationale, un choc brutal, un Premier ministre affaibli. Benjamin Netanyahou, autrefois surnommé Monsieur Sécurité, voit son image s'effondrer. À l'intérieur d'Israël, la grogne monte. Selon un sondage de mars 2025, près de 3/4 des Israéliens réclament sa démission. En parallèle, Netanyahou fait face à des accusations de corruption, fraude et abus de pouvoir. Il est également visé par un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité à Gaza. Sa marge de manœuvre est mince, très mince, mais dans les vieux manuels du pouvoir, une règle subsiste. Quand le feu brûle à l'intérieur, allume un feu à l'extérieur. Et c'est exactement ce qu'il fait. La frappe sur l'Iran, orchestrée avec l'aide de Trump, devient une opération de diversion géopolitique. En s'attaquant à un ennemi extérieur, Netanyahou tente de réactiver le réflexe d'unité nationale. Il cherche à rejouer la carte du chef de guerre, celui qui protège le peuple, celui qui se tient debout face à la menace nucléaire. Même si cette menace, selon ses propres services de renseignement, n'est pas imminente. La stratégie fonctionne partiellement. Certains sondages révélant un regain de popularité. Les médias relaient l'idée d'une victoire historique. Dans ses discours, Netanyahou parle de fierté retrouvée, de résilience du peuple. Il tente de faire oublier Gaza, les otages non libérés, les divisions internes. Mais la réalité est plus complexe, car pour beaucoup d'Israéliens, l'ombre du 7 octobre demeure. Les bombardements en Iran n'ont ni effacé le traumatisme, ni ramené la confiance. Certains voient dans cette offensive un coup politique cynique, une fuite en avant aux conséquences incalculables. En tentant de réécrire son propre échec par une nouvelle guerre, Netanyahou joue gros, très gros. Son avenir personnel, son héritage politique et peut-être même la stabilité d'une région entière. La guerre contre l'Iran n'est plus une question de sécurité. C'est une mise en scène. Et comme dans tout spectacle, ce qui compte, ce n'est pas la vérité, mais la manière dont elle est racontée. Le rôle des médias et le silence organisé dans cette guerre de récits. Les bombes ne tombent pas seulement sur les sites nucléaires iraniens. Elles tombent aussi dans les salles de rédaction, car pour que l'histoire que Netanyahou veut vendre fonctionne, il faut qu'elle soit racontée. Et surtout, qu'elle soit crue. Aux États-Unis, les grands médias jouent un rôle central. Depuis des années, Netanyahou sait comment s'y faire entendre. Il privilégie les interviews avec les chaînes américaines, délaissant souvent les médias israéliens. Il parle l'anglais avec aisance, maîtrise les codes de communication occidentaux et surtout, il martèle une idée simple et efficace. Israël est en danger et il faut le sauver. Ce discours trouve un écho presque automatique dans les rédactions américaines, souvent promptes à relayer la version israélienne des faits. Dans ce contexte, l'image d'un Iran menaçant irrationnel, aux portes de la bombe atomique, devient une évidence. Même quand les services de renseignement américains disent exactement le contraire.
En parallèle, à l'intérieur d'Israël, le gouvernement verrouille l'information. La chaîne Al Jazeera est interdite, les journalistes locaux dénoncent un climat de censure. Certaines images sont interdites de diffusion, notamment celles qui montrent les dégâts causés par les frappes iraniennes sur le territoire israélien. L'objectif est clair, ne pas affaiblir le mythe du leader fort. Le ministre de l'Intérieur appelle même les citoyens à signaler ceux qui regarderaient les chaînes jugées hostiles. Dans une démocratie, la liberté de la presse devient soudainement une variable d'ajustement politique. Et cette stratégie fonctionne. L'opinion publique israélienne, nourrie d'un récit filtré, commence à voir les bombardements en Iran comme une réponse légitime. L'attention se détourne de Gaza, des procès de Netanyahou et des divisions internes. Mais ce contrôle du récit a un prix. Il affaiblit la société elle-même. Car dans une démocratie, la résilience ne vient pas du silence imposé, mais de la capacité à affronter la vérité. Et dans cette guerre-là, celle des images, des mots, des mensonges et des silences, Netanyahou mène une bataille dont les conséquences pourraient durer bien plus longtemps que celles de n'importe quelle frappe aérienne.